Merci beaucoup mon frère Hamidou Sampi. Merci d'abord pour l'invitation et aussi merci de nous associer constamment à ce salon des médias qui est à sa 3e édition. Donc je tiens à vous saluer, vous féliciter pour maintenir cette institution en vie qui est un cadre essentiel pour le renforcement des capacités des médias africains, des médias maliens, pour mettre toujours l'information au cœur de notre action, mais aussi une information qui est générée par nous-mêmes, parce que la question de contenu est une donnée extrêmement importante. Merci aussi de nous donner l'occasion d'interagir avec vous, les médias maliens, les médias du Burkina Faso, du Niger et certainement du Togo et beaucoup d'autres pays africains qui nous font l'honneur et le plaisir de travailler ensemble. Ça veut dire que les médias sont déjà dans l'intégration sous-régionale, ce que nous saluons fortement parce que notre combat est le même. Et aussi, mon 3e message, c'est toujours de rappeler aussi l'importance que le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, accorde aux médias. Je pense que malgré sa formation de militaire qui aurait pu le faire pencher vers un certain mutisme, je pense qu'aujourd'hui, il comprend lui-même la nécessité, dans le combat que notre pays mène, de mettre l'information et la communication au cœur de notre action. En premier lieu, l'information des Maliennes et des Maliens. Il tient à ce que nous communiquions sur tout ce que nous faisons, et vous voyez que de plus en plus, même quand il y a des missions gouvernementales à l'étranger, nous en faisons un point d'honneur à ce que nos activités soient couvertes et que les Maliens sachent ce que font leurs gouvernants par nous-mêmes et non par des sources extérieures à notre pays. Et il tient à ce que nous nous exprimions aussi chaque fois que cela est nécessaire en langue nationale, parce que c'est ce qui touche aussi la majorité de nos compatriotes. Donc nous nous en faisons un devoir. Maintenant, pour revenir à la question, je me réjouis que le symposium que nous avons eu à Kigali la semaine dernière ait eu une résonance ici, mais dommage que beaucoup n'aient pas pu comprendre. Nous avons choisi de nous exprimer en anglais aussi parce que c'était aussi la langue du pays, la langue de la majorité des participants, et ça nous permettait quand même d'être compris des participants, pas nécessairement des Maliens. Nous avons été, parce que à Kigali nous y étions, parce qu'il s'agit d'un symposium qui est organisé chaque année par le ministère de la Défense du Rwanda à l'intention des auditeurs militaires, officiers supérieurs, chaque année, pour les exposer à des sujets contemporains et interagir avec des personnalités et des professionnels de haut vol sur les questions de sécurité. Et même des questions économiques ou des questions de développement. Et le panel auquel nous avons eu le plaisir d'assister aux côtés d'autres éminents africains était beaucoup plus centré sur les causes profondes de l'insécurité sur le continent et quelles sont les perspectives et les voies de sortie de cette insécurité. Naturellement, notre démarche n'a pas été, en participant à ce panel, d'essayer de donner un cours sur l'insécurité à des officiers supérieurs qui savent déjà ce qu'est l'insécurité parce qu'ils la combattent au quotidien. Donc nous avons plutôt pensé donner quelques repères importants par rapport à l'insécurité, mais surtout partager quelques leçons que nous avons résumées en 10 leçons que nous pouvons tirer de l'expérience de notre pays dans la lutte contre l'insécurité. Nous pensons naturellement que l'insécurité peut avoir des causes multiples, des causes internes comme des causes externes. Les causes internes peuvent être liées à notre propre responsabilité, incapacité de pouvoir développer nos pays, de promouvoir l'inclusion, de promouvoir aussi la transformation économique de nos pays, les déficits par rapport à la gouvernance de nos pays aussi qui est à la cause de beaucoup de ces phénomènes, mais aussi il y a des causes externes, notamment la colonisation, l'impérialisme, le néocolonialisme. Aujourd'hui, l'ingérence extérieure constitue aussi une source principale
de cette insécurité. Donc, ayant dit cela, nous pensons que du côté de l'expérience que notre pays a traversée au cours des 10 dernières années, comme le Burkina ou le Niger, je pense que nous avons la même expérience. Je pense que nous en avons tiré quelques leçons que j'ai essayé de résumer pour nos auditeurs. Nous pensons que la première leçon que nous tirons de cette décennie d'insécurité, de lutte contre le terrorisme et d'instabilité, c'est que personne ne viendra nous sauver à notre place. Personne. Et j'ai pris l'exemple du Rwanda. Le Rwanda est un pays qui a connu un génocide. En quelques semaines, 1 million de personnes ont été tuées devant les forces internationales, l'ONU. Tout le monde était là. On a regardé finalement. La solution n'est venue que des Rwandais eux-mêmes. Et partant du même exemple, j'ai aussi indiqué que dans le cas du Mali, malgré une présence internationale sur 10 ans avec presque toutes les armées du monde, avec des financements en milliards de dollars, pendant ces 10 ans, les moyens n'ont pas été créés pour sortir le Mali. Il fallait sortir de ce paradigme. Il fallait établir une vision de la gouvernance sécuritaire de notre pays, changer de paradigme sécuritaire, parce que nous avons essentiellement compté sur l'extérieur pour assurer notre sécurité. Le résultat, nous le connaissons. Nous avons dû revenir à nous-mêmes, mettre la sécurité des Maliens entre les mains des Maliennes et des Maliens, investir dans cette sécurité, former notre armée, nous sacrifier pour notre pays. Et aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'auberge, mais les résultats commencent à sortir, c'est que nous commençons à reprendre le contrôle de notre pays. Donc c'est dire que la première leçon, c'est qu'il ne faut pas compter sur quelqu'un pour venir t'aider en matière d'insécurité. Il ne faut surtout pas sous-traiter sa sécurité à une puissance étrangère ou à une organisation internationale pensant qu'ils vont vous apporter la solution. Chaque organisation qui vient vous aider, chaque armée étrangère qui vient vous aider, il y a un coût, il y a un prix, il y a surtout leurs intérêts qu'ils vont défendre. Et même que vous devenez un fonds de commerce pour eux, le fonds de commerce deviendra que votre insécurité est leur prospérité. Donc ils n'auront jamais intérêt à ce que vous en sortiez. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai partagée avec nos amis, en indiquant que la sécurité d'un pays, quel que soit le coût, ne doit pas être sous-traité à une puissance extérieure ou à une armée étrangère. La deuxième leçon que j'ai partagée avec nos amis et qui touche aussi à la thématique de votre rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'il nous faut changer de narratif. Parce que pourquoi la question du narratif est importante? Parce que tout ce que nous faisons est défini par notre vision des problèmes, notre compréhension des problèmes. Le narratif que nous avons aujourd'hui est un narratif qui nous est imposé par d'autres personnes. C'est un narratif qui est véhiculé par des médias étrangers. Des millions sont investis pour nous faire comprendre même qui nous sommes. Pour que le Mali comprenne le Burkina, il faut qu'on lise RFI France 24. Donc ça veut dire que nous-mêmes, un voisin qui est là, on ne peut pas le comprendre sans passer par d'autres. Le changement de narratif veut dire qu'il faut que nous-mêmes, nous nous réapproprions notre histoire. Et que nous-mêmes, nous contions notre histoire, que nous ne comptons pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui sont en train de compter l'histoire de l'Afrique. Et quand j'ai expliqué, on a eu une conférence récemment à des amis, que le Mali lui-même ne fut pas un pays enclavé. Au début, le Mali était une puissance maritime, pas la République du Mali, mais l'Empire du Mali. Et que nous sommes devenus un pays enclavé plus tard. Et que c'est un des empereurs du Mali, le roi Aboubakari II, qui a découvert l'Amérique. Il y a des recherches scientifiques qui existent, mais aucun de nous n'a appris ça à l'école. Aucun de nous n'a. Donc c'est nécessaire pour nous-mêmes de définir notre propre narratif, parce que quand tu es sur le narratif d'autrui, mais aujourd'hui on peut même faire de nous des armes pour détruire nos pays, parce que nous n'avons pas notre propre narratif, notre propre compréhension. J'ai pris l'exemple même du terrorisme qu'on nous impose aujourd'hui. Par exemple, certains, ils parlent même de djihadisme.
Mais le djihadisme, moi, je n'utilise jamais ce mot. Parce que terrorisme, c'est terrorisme. Même le terroriste lui-même, il est fabriqué, on le sait. C'est des gens qui ont créé, il y a 20 ans, le Mali, on n'avait pas ça ici. Donc le djihadisme est un concept, quand on rentre dedans, vous les hommes des médias, vous devez faire extrêmement attention, parce que nous, musulmans, nous savons que le djihad veut dire guerre au nom de Dieu. Et nous savons que les barbares, les gens qui tuent nos enfants tous les jours, mais n'ont rien à voir à dire, ils ne peuvent même pas le faire au nom du même Dieu que nous connaissons. Mais ceux qui les appellent djihadistes veulent déjà peut-être accréditer ou légitimer leur combat. Donc je pense que la question de narratif est extrêmement importante. Tout ce que nous disons, il faut que nous-mêmes nous comprenions quelle est notre propre perspective de ça. Comment nous pouvons imposer notre propre narratif en tant qu'Africains. Je pense que c'est important. Le narratif aussi, c'est de comprendre, ne pas tomber dans le misérabilisme. Pas être arrogant, mais les gens nous ont mis dans la tête que nous sommes pauvres. Et nous-mêmes, on répète à longueur de journée, quand le Mali, le Burkina, le Niger se sont mis ensemble, tout le monde s'est levé, 3 pays enclavés, pauvres se mettent ensemble. Et je vois tous les journaux africains qui répètent la même chose. 3 pays enclavés, pauvres qui se mettent ensemble. Ça donne quel résultat? Et nous-mêmes, comme des perroquets, on se met à répéter ça. Mais les 3 pays pauvres enclavés, l'acte qu'ils ont posé, je crois que ça a créé un séisme géopolitique dans la région. Maintenant, la dynamique est de quel côté? Mais du côté de ce qu'on appelle les 3 pays pauvres enclavés. Mais donc la force que ces pays ont, mais ça c'est sûr. Mais pourtant, nous-mêmes, on s'est dit que 3 pays pauvres enclavés, ça va. Mais même si on est enclavé, on dépend les uns des autres. La Suisse est un pays enclavé. Mais c'est un des pays les plus riches de la planète. Donc faisons attention et de sortir du narratif des autres. Et je sais que nous sommes en mesure nous-mêmes de compter notre histoire. Et notre histoire, elle est belle. Mais seulement, il faut qu'on sorte du complexe pour le faire. Et ça, c'était le deuxième message. Le troisième message que j'ai partagé avec nos amis, c'était de dire que nos analyses doivent désormais intégrer les liens entre les puissances étrangères, puissances qui te disent démocratiques, puissances qui te disent berceau des droits de l'homme. Ces puissances elles-mêmes sont à la source du financement, la création et de l'expansion du terrorisme. Ça, c'est un élément qu'on doit intégrer. Parce que, mais, celui qui a créé le virus ne peut pas venir pour dire que lui, il est le médicament pour le traiter. Ceux qui ont été à la cause de l'instabilité dans notre région, ceux qui ont été à la source du financement du terrorisme, ne peuvent pas financer les groupes terroristes et venir de notre côté dire qu'on va vous aider à les combattre. Donc il faut qu'on sorte de ça, qu'on comprenne qui est l'ennemi. Quand on parle de terrorisme, on parle de qui? Quelles sont leurs motivations? Qui est derrière eux? Qui les finance? Donc pour que toi tu viennes m'aider, il faut que je comprenne. Ceux qui ont bombardé la Libye, qui ont été à la base de l'expansion du terrorisme, mais ne peuvent pas être le médicament. Pour arrêter ça, ils n'auraient même pas dû le créer. Donc je pense que ça, j'ai mis le doigt sur cet élément en disant que des puissances, dans une parfaite hypocrisie, se proclament berceau des droits de l'homme, mais c'est eux qui aujourd'hui sont à la source du financement du terrorisme. Et j'ai rappelé le cas que le Mali a porté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Jusqu'à demain, personne n'a levé la main pour dire que je suis d'accord, venons, débattons du problème que le Mali a posé par rapport à ça. Donc ça, c'était la troisième leçon. Et le quatrième, c'est qu'il faut que l'Afrique assume ses responsabilités. C'est vrai que nous pouvons reprocher beaucoup de choses aux colonisateurs, à beaucoup de pays, mais cela ne nous disculpe pas. Pendant 60 ans, qu'est-ce que nous avons fait de nos pays? Je pense que sur beaucoup de plans, économiques, politiques, sociaux, mais nous avons échoué parce que nous sommes en train de gérer les conséquences de ces échecs. Et pourquoi nous avons échoué? Nous avons notre propre responsabilité. Même le fait que le colonisateur ou l'ancien colonisateur arrive à nous diviser, mais j'avais un professeur à l'université, il dit que si nous avons été colonisés, c'est que nous étions colonisables.
Parce que ceux qui sont venus prendre des esclaves dans nos pays, mais ils n'ont pas pris seuls. Ils ont toujours trouvé d'autres Africains et ils restaient à la côte. C'est d'autres Africains qui allaient chercher d'autres Africains pour les vendre aux esclavagistes. Donc nous avons, dans tout ce qui arrive dans notre pays, c'est que nous-mêmes, nous avons failli. Nous devons nous poser ces questions. C'est vrai, on a eu beaucoup de dirigeants, des Modibo Keïta aujourd'hui. Certains ont certainement des actifs, mais il y a aussi un passif. On a essayé. Donc cette responsabilité, il faut que nous-mêmes on s'asseye pour nous dire, mais quelle est notre part d'œuvre? Parce qu'on ne peut pas fixer un problème si on ne l'a pas compris et si on pense que la responsabilité c'est chez les autres seulement. Donc même la responsabilité qu'on impute aux autres n'a été possible que jusqu'à aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, c'est qu'on a fait du temps de l'esclavage, de la colonisation. Il y a d'autres Africains qui le font. Ceux qui viennent nous combattre au Mali ici, mais ils ne sont pas toujours là. C'est d'autres Maliens qui sont utilisés pour nous combattre. Donc moi je pense que la responsabilité de l'Afrique, nous devons aussi l'assumer pour pouvoir avancer et trouver des solutions. Et la cinquième leçon, c'est qu'il nous faut désormais privilégier des solutions africaines aux problèmes africains. Parce que chaque fois que nous sommes allés chercher les autres pour qu'ils amènent leurs solutions, nous avons échoué. Pourtant, nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse de trouver des solutions qui sont adaptées à notre contexte tout en apprenant des autres. Je pense que ces leçons africaines sont essentielles pour nous permettre d'avancer parce que nous pouvons nous-mêmes identifier des solutions qui sont adaptées à notre situation. Et comme je vois les gens du groupe Mansa qui le répètent souvent, mais qu'on nous autorise à faire des erreurs, mais aussi à apprendre de nos erreurs. Tu ne peux pas bâtir ta réponse sur les erreurs d'autrui. Parce que les autres là ont fait des centaines d'années pour commettre des erreurs et apprendre de ça. Donc on nous laisse aussi, on peut prendre des chemins, on peut se tromper, mais je suis sûr, c'est comme ton enfant. Si tu lui dis, bon, ne marie pas telle femme, il y a tel ou tel problème, bon, il ne va pas t'écouter, il le fait. Mais s'il le fait, mais si ça ne marche pas, il viendra te dire que tu avais raison. Mais au moins, il en aura tiré une leçon. Donc je pense qu'on laisse les Africains prendre leur propre chemin, faire leurs propres erreurs et tirer leurs propres conclusions de leurs erreurs. Ça me paraît être important. La sixième leçon, c'est que le financement de la sécurité de l'Afrique et des pays africains doivent reposer sur nous-mêmes. Nous devons utiliser nos propres ressources pour assurer notre sécurité en priorité. Ça ne veut pas dire que notre sécurité, nous ne sommes pas ouverts à travailler avec d'autres, mais tu ne peux pas créer une armée et demander aux autres de financer ton armée pendant que ton armée constitue une menace pour eux, parce que ces pays qui veulent vous dominer n'ont pas intérêt à ce que vous ayez une armée. Donc les dépenses militaires d'un pays ne peuvent pas reposer sur l'aide étrangère. Ça doit être notre effort. Maintenant, on peut définir les partenariats qu'il nous faut, mais tant qu'un pays n'a pas dégagé les ressources pour assurer sa propre sécurité, bon, les autres viendront s'amuser sur ton territoire. Je pense que ça sera à tes dépens. Ça, c'était la septième leçon. Ou bien, non, ça c'était la sixième. Je me mélange dans les chiffres. La septième, qui touche un peu peut-être à ce qu'on va discuter par rapport à l'AES, c'est de dire qu'il faut que nous transformions nos organisations régionales pour que ces organisations régionales soient le reflet de nos besoins, de nos préoccupations, et que nos organisations soient pilotées par des leaderships véritablement africains, que ces organisations ne soient pas télécommandées de l'extérieur, ne soient pas sujets à une ingérence extérieure. C'est le problème qu'on a eu avec la CEDEAO, avec l'UEMOA en particulier. Nos pays ont été sanctionnés parce que la télécommande était à Paris ou ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas être dans des organisations qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas abandonner une partie de sa souveraineté à une organisation et que cette partie de la souveraineté soit utilisée comme une arme contre nous. On met nos sous à une banque centrale, demain, la banque centrale devient une arme qu'on utilise contre toi.
Tu adhères au traité d'une organisation, demain on utilise ces traités pour fermer tes frontières. On n'utilise même pas de traité, parce qu'en fait c'est souvent un club. Un ou deux dirigeants décident qu'on va fermer la frontière au Mali, et d'une capitale extérieure, quelqu'un décide que le Mali doit être sanctionné, et le Mali est sanctionné. Donc ça veut dire qu'on a des problèmes, mais nous avons adhéré à ces organisations en tant qu'État souverain. Donc je l'ai dit dans le passé, le Mali et d'autres pays, le Burkina, le Niger, le Tchad ou d'autres, mais c'est nous qui avons créé ces organisations. Elles n'ont pas créé nos pays qui sont des pays éternels. Donc ça aussi, il faut qu'on intègre cela. Ces organisations ne peuvent pas nous contrôler. Et nous n'allons pas abandonner notre souveraineté à des organisations qui ne sont pas contrôlées par nous-mêmes. Donc il faut un leadership africain de nos organisations internationales. Naturellement, la 8e leçon sur laquelle j'ai insisté, c'est que oui, le sécuritaire est important, mais il faudra aussi trouver les moyens de mener des réformes politiques institutionnelles pour pouvoir répondre aux aspirations de nos populations. Parce que beaucoup de questions que nous connaissons, que ce soit des rébellions, les problèmes avec les jeunes, etc., c'est aussi parce que nous n'avons pas mené des réformes politiques et institutionnelles qui répondent aux aspirations de nos populations, qui permettent de les avoir aussi comme partie prenante et surtout d'instaurer une gouvernance qui soit en ligne avec les préoccupations de nos populations. Et ça, je vais au-delà des élections. Les élections, c'est indispensable pour une démocratie, mais les élections ne sont pas la démocratie. Les élections seules ne constituent pas la démocratie. Donc il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir créer des systèmes de gouvernance qui font participer la majorité de nos populations pour avoir une gouvernance dans laquelle nous nous reconnaissons. Moi, je crois que c'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a des systèmes de gouvernance dans lesquels nous nous reconnaissons et qui nous valorisent? Par exemple, au lendemain des indépendances, on a estimé que toutes les légitimités traditionnelles, les chefferies traditionnelles, c'était inutile, qu'il fallait casser ça. On a cassé, on est parti de zéro. C'est pourquoi j'ai dit nous devons apprendre de nos erreurs. Peut-être que nous aurons pu nous inspirer. Je ne veux pas dire que ce système traditionnel est le modèle, mais nous aurons pu. En Angleterre, mais la reine d'Angleterre vient d'un système traditionnel britannique qu'ils ont pu adapter au système démocratique. Mais pourquoi nos pays ont dû jeter le bébé avec l'eau du bain et singer totalement un modèle étranger sans même nous poser des questions? Pourtant aujourd'hui, que ce soit la Chine ou d'autres pays, ils ont leur modèle. Qu'on le critique, qu'on soit d'accord ou pas, donc ceci est là. Donc la 9e leçon sur laquelle j'ai insisté, parce que beaucoup de problèmes que nous avons, y compris des problèmes sécuritaires ou politiques, ont leur source dans l'économie. Je dis qu'il faut que les pays africains transforment leurs économies, parce que nous ne transformons pas, nous sommes dans un système économique néocolonial et impérialiste, où nous continuons à être des sources de matières premières pour approvisionner les marchés occidentaux ou extérieurs. Il faut que nous puissions transformer, que ce soit dans le cas du coton ou dans d'autres, il faut qu'on transforme pour qu'il y ait des valeurs ajoutées. Et cette transformation économique, comment nos pays peuvent faire en sorte que cette transformation économique bénéficie à la majorité de notre population? Dans la plupart de nos pays, 70 à 75% de la population est jeune. Dans la plupart de nos pays, au moins 60% de la population est constituée de femmes. Aucun pays, aucun continent, aucune civilisation ne s'en sort en laissant la majorité sur le chemin. D'ailleurs, si nous ne nous occupons pas de nos jeunes gens, ils vont s'occuper de nous. Dans la plupart des pays où vous voyez les changements politiques, mais ce sont les jeunes là qui sont en première ligne. Dans les groupes terroristes, qui est-ce qu'on recrute? Ce sont les mêmes qui sont sur le chemin de la migration. Donc je pense que si nos pays ne comprennent pas qu'il faut que nous donnions des alternatives à ces jeunes gens, ça ne va pas marcher. Si moi je suis un jeune homme, je suis assis à Tombouctou, à Kidal, à Gao, si les seuls qui m'offrent une opportunité de me développer sont des groupes terroristes et des bandes criminelles, je pense que je prendrai cette main qui est venue m'aider. Donc je pense que nous devons transformer nos économies en mettant l'accent sur ça. Le dernier point que j'ai partagé avec les uns et les autres, c'était la notion
de donner une place à l'Afrique sur la scène internationale. Ce n'est même pas de donner, hein, mais l'Afrique doit prendre sa place dans le concert des nations, parce que personne ne nous donnera rien dans cette affaire. Parce que les relations internationales sont plus gouvernées par la force, souvent la force brutale, que par le droit ou l'équité. Mais je dis que c'est vrai qu'aujourd'hui, la place qui est donnée à l'Afrique, aux Nations Unies, dans les institutions financières internationales, c'est injuste. Comment un continent aussi grand que l'Afrique n'ait même pas une seule place au Conseil de sécurité des Nations Unies de membres non permanents. Mais en même temps, il faut qu'on se pose aussi la question. Si l'Afrique doit être sur la table, sur la scène internationale, hier je le disais encore dans une conférence, l'Afrique ne doit pas être le menu. L'Afrique ne doit pas être le menu, mais l'Afrique doit être autour de la table en tant qu'acteur. Si l'Afrique est autour de la table en tant qu'acteur, il faut que cet acteur-là vienne en substance, en qualité et en différence. Parce que si l'Afrique est un supplétif de certaines puissances au Conseil de sécurité ou à la Banque africaine de développement ou à la Banque mondiale, un coup on vote avec les Occidentaux, un coup on vote avec les autres, ça ne sert à rien même d'être là-bas, on aurait dû même les laisser diriger. Mais si l'Afrique vient, elle doit porter la voix et la préoccupation des Africains. Elle doit apporter une perspective différente de l'Afrique, un poids différent, une approche différente. Si on n'amène pas ça, je crois que ça ne sert à rien d'être là pour être là, parce que l'Afrique est là. Donc l'Afrique ne doit pas être le menu, l'Afrique doit être un acteur, mais un acteur qui apporte aussi cette substance différente. Ce sont vraiment les 10 leçons que j'ai partagées lors de la rencontre de Kigali, en indiquant qu'il s'agit de repères fondés sur l'expérience propre de notre pays, qui était fondée sur les 3 principes que nous connaissons tous, qui doivent nous aider aussi à définir chacune de ces leçons. Je m'excuse d'avoir été long, mais parce que c'était une conférence de 3 heures de temps. Voilà, mais c'est un peu les messages que j'ai portés à ce niveau, qui, je pense, reflètent le vécu et les préoccupations des Maliennes et des Maliens. Merci bien, M. le ministre, pour